vétérinaire en milieu rural. Alors, ça ne sera pas une conférence complètement passive, puisque je vais vous demander d'interagir avec moi. Je vous expliquerai sur la diapositive suivante comment est-ce qu'on pourra le faire. Et comme ça vous a été dit, donc il s'agit vraiment de l'exercice vétérinaire en milieu rural et pas exclusivement de l'exercice vétérinaire rural à proprement parler. On va, lors de ces échanges, lors de cette présentation, suivi des échanges, enfoncer quelques portes ouvertes sans doute, et puis après peut-être aussi combattre quelques idées reçues à propos de cette modalité d'exercice. Voilà, donc on aura l'occasion tous ensemble de revenir sur ce que peut représenter l'exercice vétérinaire en milieu rural, vous montrer un petit peu en quoi ça peut être intéressant effectivement d'exercer dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, quelles sont les compétences requises, quelles sont les conditions d'exercice. Voilà, on essaiera d'aborder ces différents points ensemble, assez modestement, hein, parce que je n'ai pas forcément réponse à tout, mais bon, ça vous permettra peut-être aussi de vous intéresser à ça, éventuellement aussi de provoquer quelques vocations, on ne sait jamais, en tout cas de susciter à tout le moins votre intérêt pour ces modalités d'exercice. Donc voilà pour le cadre un petit peu général, avec un diaporama que j'ai repris d'un de mes précédents collègues là, qui nous a quittés cette année, Guillaume Belbis, qui était notre responsable de l'hôpital animaux de production, dont on reparlera peut-être tout à l'heure un petit peu. Puisque donc j'enseigne moi la pathologie des animaux de production. Donc on verra un petit peu plus précisément ce dont je parle. Donc j'enseigne en gros les maladies des animaux qu'on va retrouver dans les fermes d'une façon générale. Et donc j'appartiens au département des productions animales et de santé publique. Et on verra aussi que ces termes-là ont leur importance dans le cadre justement de l'exercice vétérinaire en milieu rural tout à l'heure. Voilà, d'autre part, je pense que Paul vous l'a présenté peut-être initialement, ou en tout cas s'il l'a pas fait, sachez que cette conférence est donc enregistrée et vous pourrez donc y retourner, le cas échéant, ultérieurement, pour retrouver notamment les réponses à vos questions et puis peut-être aussi des éléments de présentation et notamment le diaporama qui vous est présenté aujourd'hui. Voilà, donc on va ensemble aborder tout ça et puis que je vous avais promis de vous solliciter un petit peu. Pour vous solliciter, ce que je vous propose, c'est de copier cette adresse donc, sur un site qui permet de faire des sondages en ligne et donc auquel nous avons recours régulièrement dans le cadre de nos enseignements. Donc Paul connaît ça, bien évidemment. Je copie ça également dans le chat, donc vous pourrez y retourner quand vous le souhaitez pour retrouver l'adresse si jamais vous l'avez perdue. Donc c'est très simple, wooclap.com, et puis à côté vous tapez tout simplement forum rural, donc comme c'est écrit, le forum autour de l'activité en milieu rural. Voilà. Donc et après vous pourrez donc répondre à 2-3 questions, on va voir ça aujourd'hui, et puis justement revenir sur votre perception de l'exercice vétérinaire en milieu rural, ainsi que un certain nombre d'éléments autour de ce sujet. Alors on ne va pas trop perdre de temps et je vais partir bille en tête sur finalement ce à quoi peut correspondre, ce que peut vous évoquer l'exercice vétérinaire en milieu rural. Évidemment, la première idée qu'on a quand on parle de milieu rural, c'est d'abord le fait qu'on va aller dans des fermes, donc avec un véhicule équipé en général, alors plus ou moins bien rangé. Là, évidemment, la photo vous montre un véhicule quasiment neuf avec un équipement tout neuf, etc. Donc très très bien rangé. Ça nous permet donc d'aller dans les fermes, de rencontrer des éleveurs dans différents contextes, et puis bien évidemment de nous occuper de leurs animaux, au premier rang desquels, bien évidemment, quand on parle de milieu rural, on pense à des vaches. Alors si vous avez des vaches allaitantes, on devine ici une véleuse, on en reverra une un petit peu plus tard. Ça peut être également tout simplement pour réaliser de la prophylaxie, on peut faire donc des prises de sang à la queue des animaux, parce que c'est généralement là qu'on le fait pour les bovins, dans un couloir de contention, que ce soit ici ou là. Ça peut être également d'effectuer un suivi de reproduction, donc un suivi de reproduction avec en général des échographes, comme on peut le voir ici sur des vaches blondes. Alors je ne sais pas trop si ce sont des blondes d'Aquitaine ou des Aubrac, là, je ne suis pas devant, donc je ne peux pas vous le dire, mais enfin voilà, donc globalement, la première idée, quand on parle de vétérinaire en milieu rural, on pense vétérinaire rural, donc dans les fermes auprès des bovins. Et dans ce contexte, on pense aussi, par exemple, à des gens qui vont s'occuper de petits ruminants, au premier rang desquels, par exemple, des moutons. Donc ici, des moutons
des moutons allaitants, là encore avec des prises de sang pour de la prophylaxie, ou alors des moutons tels que ceux-ci, alors par exemple dans un lot, je pense, de bélier avec un problème d'orchite, ou peut-être dans la perspective de réaliser une castration. Et puis vous avez aussi bien évidemment la possibilité de vous occuper d'autres espèces, notamment en filière organisée. Vous avez les porcs, donc ici on a des porcs à l'engraissement. Ça peut être également des gens qui vont s'occuper de volailles, ou bien encore on peut également être appelé à s'occuper de chevaux. Ici vous avez le traitement d'une plaie sur un cheval, ou même évidemment des animaux de compagnie, que ce soit des chiens, des chats, des nouveaux animaux de compagnie, que ce soit des animaux de chasseurs ou des vrais animaux de compagnie à proprement parler. Donc on voit déjà qu'on a quelque chose avec un panel, en tout cas une diversité, une variété très importante a priori. Donc ce que je vous propose pour poursuivre, je vous avais promis de vous solliciter un petit peu, ça va être dans un premier temps de vous brancher donc à nouveau sur ce site-là qui est là, donc www.wooclap.com/forum rural, et de répondre à la première des questions qui est là. C'est qu'est-ce que l'exercice en milieu rural selon vous? D'accord? Donc qu'est-ce que vous allez répondre, sachant que là vous avez 4 options qui vous sont proposées. Donc premier échange avec vous. Donc qu'est-ce que vous comprenez quand on vous parle d'un exercice vétérinaire en milieu rural? Donc je vous en prie, allez-y, commencez de répondre, et puis on verra tout à l'heure quelles sont les principales réponses que vous avez faites, et puis on pourra revenir ensemble effectivement sur ces réponses, et puis un petit peu les commenter. Je vous avais dit qu'on allait à la fois enfoncer les portes ouvertes et puis lutter contre quelques idées reçues. Je pense que déjà, il y a peut-être quelques idées reçues. Oui, le code événement, c'est ça, c'est Forum Rural. Et vous avez le titre en haut de votre diapo. Dès que vous allez sur wooclap.com, il va vous demander le nom de l'événement. Et le nom de l'événement, c'est Forum Rural, tout bêtement. Et donc à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec la diapositive telle qu'elle est présentée à l'écran. Et à partir de là, vous pouvez donc commencer de me répondre. J'ai déjà un grand nombre de réponses. On va aller un petit peu les regarder. Voilà, 94 réponses, c'est déjà pas mal. Excellent. Ouais, on arrive aux 100 réponses. Magnifique. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce que vous m'avez proposé. Bon, évidemment, sans surprise, puisque je vous l'ai présenté à l'instant. Il s'agit d'un exercice varié avec plein d'espèces qui vont être concernées. Bien sûr, les espèces d'animaux de production à proprement parler, donc qui est vraiment mon cœur de métier. Donc les animaux de rente tels que les bovins, les ovins, les caprins, mais aussi les cochons, les volailles. Et enfin, des animaux de compagnie. On a vu là l'exemple avec au moins un chien, et puis des animaux de sport et de loisirs avec les chevaux. Évidemment, il ne s'agit pas exclusivement de la médecine et de la chirurgie des animaux de rente. Là, c'est quand on parle de l'exercice rural ou l'exercice vétérinaire rural. Là, on va entendre effectivement, par cette terminologie, la médecine et la chirurgie des animaux de rente. Bien. Poursuivons avec justement cet exercice vétérinaire en milieu rural. Alors, dans l'esprit de chacun, et en tout cas c'était dans le mien autrefois également, lorsque j'avais commencé mes études vétérinaires, pour moi l'exercice vétérinaire en milieu rural, c'était l'exercice vétérinaire à la campagne, avec quelque chose d'un petit peu bucolique, alors peut-être pas autant que ça, parce que ça c'est quand même une image du 19e siècle, où on voit effectivement la vachère qui amène ces vaches donc auprès d'un petit étang. Là, on peut s'attendre d'ailleurs avec ce milieu humide à ce que ça soit des animaux assez parasités, même si on a des animaux plutôt en bon état ici. Donc, évidemment, ça pourrait être ce type d'exercice, je m'occupe des vaches, point barre. Non, en fait, tous les exercices sont possibles en milieu rural. Bien sûr, on peut avoir un exercice notamment en canine, et notamment en canine pure. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais dans un certain nombre de cas, vous pouvez très bien être dans un milieu rural, c'est-à-dire dans une petite commune, etc. Et puis, bien finalement, vous intéresser quasi exclusivement aux chiens et aux chats dans ce contexte. Vous pouvez être appelé, bien sûr, à travailler en rural, sinon vous ne serez pas là pour en parler aujourd'hui, donc sur les animaux de production. On peut être appelé aussi à travailler en équine, là aussi avec plein de possibilités, y compris d'ailleurs en équine pure, notamment par exemple dans certaines régions où on a pas mal de chevaux, je pense notamment à la Normandie, à la Mayenne, etc. Ça peut être aussi le fait de travailler dans des filières qui sont des filières organisées, où là, vous êtes souvent spécialiste et vous allez travailler vraiment exclusivement sur une filière bien précise, par exemple en filière porcine, ça peut être en filière aviaire, alors par exemple poule pondeuse, poulet de chair, canard, pintade, ça peut être donc plein de filières possibles, ça peut être aussi la filière veau de boucherie par exemple. Et puis surtout, la plupart du temps, tous les mélanges étant possibles, vous travaillez dans ce qu'on appelle en mixte. En mixte, ça peut être canine rural, ça peut être rural équine, ça peut être rural canine,
Ça peut être aussi avec un petit peu de tout ça, ça peut être aussi avec, par exemple, rural, et puis dans certains coins où il n'y a pas une forte concentration d'élevage porcin ou avicole, vous pouvez très bien avoir un peu de rural, et puis aussi l'intervention, par exemple, en filière porcine. C'est le cas d'une des cliniques que nous suivons régulièrement en clinique ambulante, où nous avons un des confrères qui fait de la rurale et qui 2 jours par semaine environ va faire de la porcine. Alors qu'un de ses confrères dans la même clientèle, lui, passe 1 jour et demi à 2 jours en filière avicole. Donc tous les mélanges sont possibles, on parle donc de mixte, avec différents types de mix bien sûr. La plupart du temps également, je viens de vous le laisser entendre en vous parlant de plusieurs associés au sein d'une même clientèle, la plupart du temps, il s'agit d'un travail qui se passe, qui se déroule dans des clientèles qui comprennent plusieurs vétérinaires. Il est loin le temps où le vétérinaire, il travaillait tout seul sur toutes les espèces, du lundi matin au dimanche soir, en assurant toutes ses gardes, etc. Aujourd'hui, on est avec quelque chose qui est organisé, avec des clientèles selon les endroits entre 2 et 10 vétérinaires, donc 10 équivalents temps plein au sein de la clientèle, avec des associés, des salariés, parfois plus, notamment avec des clientèles qui peuvent comprendre plusieurs domiciles professionnels d'exercice, autrement dit plusieurs cliniques physiques, donc dans lesquelles vous allez avoir la possibilité de venir avec vos animaux, ou vous aurez le point de départ des vétos pour aller ensuite en visite. Donc dans ces clientèles qui sont des clientèles assez importantes, vous avez bien sûr une organisation du travail, ce qui veut dire aussi une organisation des loisirs. D'ailleurs, la plupart du temps aujourd'hui, lorsque vous regardez des petites annonces dans les journaux professionnels, on vous parle plus de l'organisation des loisirs que de l'organisation du travail. Mais l'un va avec l'autre, bien évidemment. D'autre part, il y a la possibilité aussi de se spécialiser. Alors, on a mis ça entre guillemets parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un diplôme de spécialiste, mais tout simplement d'avoir une marotte, quelque chose qui vous intéresse particulièrement. Par exemple, au sein d'une clientèle, vous pouvez très bien être celui qui sera le référent, par exemple, pour les chirurgies. Quelqu'un qui, à la fois, par exemple, fera un enclouage centromédulaire sur un fémur de labrador, qui, l'après-midi, ira poser des fixateurs externes sur l'os canon d'un veau charolais qui a eu une fracture à la naissance, ou bien qui fera également eh bien, une chirurgie de colique sur un cheval. Voilà, donc on pourrait très bien imaginer une sorte de spécialisation autour de la chirurgie. On pourrait également imaginer quelqu'un qui se spécialise dans les suivis de reproduction, quelle que soit la filière. Donc à la fois, par exemple, en vache, en mouton, en jumenterie, donc en équine, ou bien alors quelqu'un, par exemple, qui serait spécialiste de données plutôt parasitologiques, donc à la fois sur les chiens, les animaux de compagnie, les animaux de ferme, les chevaux, etc. Donc vraiment, cette organisation vous permet d'imaginer plein de dispositions et puis surtout de développer des choses qui vous intéressent, de continuer finalement de kiffer votre travail le plus longtemps possible. D'autre part, parce que vous êtes dans des clientèles avec un grand nombre de collègues, eh bien, ça vous permet aussi d'espérer disposer d'un appui, d'une entraide en toutes circonstances. Si par exemple vous êtes sur un cas un petit peu compliqué, vous vous posez des questions, vous allez discuter avec vos collègues, vous dire voilà, moi dans tel cas j'ai pensé à ça chez monsieur un tel, et là quelqu'un va peut-être vous sortir une idée sur une maladie à laquelle vous n'aviez pas pensé initialement. Ou alors vous êtes arrivé sur un déplacement de caillette à gauche sur une Holstein, et puis malheureusement elle est tellement grande cette Holstein que vous ne pouvez pas faire l'OP tout seul sans problème avec une seule ouverture, et donc vous avez un collègue qui vient vous dépanner, qui vient vous aider, et donc vous finissez la chire à deux. On peut tout imaginer dans ces contextes. Donc vraiment, appui et entraide, c'est très important, c'est très intéressant. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, de façon majoritaire, on est face à un exercice en clientèle qui est plutôt un exercice mixte. Alors qu'est-ce que c'est que cet exercice? Eh bien, c'est un exercice aujourd'hui qui est extrêmement intéressant et en tout cas qui dispose de débouchés très forts. Donc là, vous voyez l'extrait d'un document qui a été publié par l'Ordre national des vétérinaires, l'Ordre des vétos qui a beaucoup travaillé ces dernières années sur l'évolution de la démographie vétérinaire. On verra tout à l'heure des données des derniers atlas de la démographie vétérinaire. Et ce que vous constatez déjà, c'est qu'ils ont essayé d'évaluer les débouchés pour chacun des types d'exercices vétérinaires, et notamment pour l'exercice vétérinaire en milieu rural, que ce soit rural ou mixte, eh bien, on voit que les débouchés sont extrêmement forts. Donc, entre guillemets, comme j'ai coutume de le dire aux étudiants qui viennent avec nous en A6
donc en dernière année, en assise dominante à niveau de production, je leur dis, voilà, vous êtes un peu les rois du pétrole, vous êtes à peu près certains, l'employabilité est de 100%, et vous pouvez quasiment aller où vous voulez, en vous occupant à la fois d'animaux de compagnie et d'animaux de production ou d'animaux de sport et de loisirs. Donc on voit des choses très très variées, avec, pour les vétérinaires inscrits à l'ordre, qui travaillent en milieu rural, environ 21% donc en rural pur, et puis 42% en mixte. On verra tout à l'heure un petit peu la proportion à côté de tout ça, de ceux qui travaillent aussi en cani. Donc voilà ce que c'est que l'exercice rural ou mixte. C'est quelque chose qui est soit rural, soit majoritairement mixte, et puis avec beaucoup d'espèces, comme vous l'avez donc bien évidemment compris tout à l'heure. D'autre part, quand on regarde de façon plus précise, je vous ai dit donc environ un quart là, autour des animaux de production, donc on est avec un exercice quasi exclusif, c'est-à-dire des gens qui sont quasiment spécialisés, qui vont quasiment voir que des vaches, que des moutons, que des chèvres, etc. Enfin, que des espèces d'animaux de production, c'est ça. C'est donc la déclaration là, de nos confrères et consoeurs. À peu près un quart aussi s'intéresse finalement à la mixte, avec une dominante animaux de production. Voilà, donc en gros un quart, et environ une moitié, on pense travailler dans des exercices mixtes, avec des exercices mixtes variés. On en reparlera un petit peu plus tard, on verra tous les exercices mixtes qui existent. Alors toutefois, comme vous pouvez le constater ici, c'est hommes et femmes confondus. Mais quand on regarde de façon un peu plus précise, en fonction du sexe ratio, ce que déclarent les gens en termes d'exercice strict, exclusif, animaux de rente ou mixte animaux de rente, on voit que c'est quand même encore aujourd'hui globalement masculin. C'est tout simplement une histoire de pyramide des âges. Là, vous avez des gens, notamment de ma génération, eh bien, qui sont encore majoritairement avec un exercice majoritaire sur les animaux de production, donc soit exclusif, soit à majorité animaux de production, et puis les mixtes avec une autre prédominance, eh bien, on voit que là, c'est un équilibre masculin-féminin. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, et puis peut-être que ça peut être l'objet aussi de questions que vous pourrez poser dans le chat et que Paul pourra sélectionner pour nos échanges à la fin de cette présentation. Donc l'exercice vétérinaire rural, on l'a vu, ça va être s'occuper des animaux de production, mais alors quels animaux de production? En fait, on a beaucoup d'animaux de production qui peuvent être concernés. Il y a bien évidemment les premiers auxquels on pense, les bovins laitiers, les bovins allaitants, avec notamment comme produit majoritaire les veaux. On a aussi les ovins laitiers, ne les oublions pas, avec les producteurs de roquefort, de torquilles, de soirati, les ovins allaitants, avec le célèbre agneau de Pâques, les caprins, avec les fromages de chèvre, etc. Vous avez les équidés. N'oublions pas également que la filière de viande chevaline française a permis de sauver quelques espèces quelques races de chevaux de trait, qui autrement auraient sans doute disparu aujourd'hui. Il y a bien sûr également des filières porcines, des filières volailles de chair et de ponte que j'évoquais tout à l'heure, les cailles, les palmipèdes, donc en premier lieu bien sûr les canards et les oies, les lapins de chair, les poissons, les coquillages. Alors, le vétérinaire rural, d'une façon générale, celui qui exerce dans le domaine libéral, va plutôt s'intéresser ici aux 6 premières filières. Les autres sont plutôt des filières qui vont être occupées en tant que vétérinaire par des vétérinaires spécialistes, par exemple spécialistes porcins, n'allant que dans des élevages porcins, ou spécialistes aviaires, n'allant que dans des élevages de volailles, de chair ou de ponte. Donc voilà, on est en tant que vétérinaire rural, du coup, un acteur de plusieurs filières qui sont des filières qui maillent notre territoire et qui nous permettent aussi de contribuer finalement au maintien d'activités sur le sol un petit peu partout en France. Allons voir maintenant un petit peu plus près les données relatives à l'élevage de ruminants, puisque ce sont les premiers que je vous ai cités ici. Donc pour l'élevage de ruminants en France, et en particulier avec un focus ici sur les bovins, d'une façon globale, ce qu'on constate, c'est au cours du temps, on a une érosion. On voit ici une baisse du nombre d'élevages bovins au cours du temps. Donc là, avec des données de 2018, on voit qu'on arrive ici environ à 170 000 élevages bovins en 2018, avec également donc une structure pour l'âge des éleveurs, où vous constatez que les éleveurs de moins de 40 ans représentent en gros 1/5, alors que la moitié des éleveurs ont plus de 50 ans, que ce soit les éleveurs laitiers ou les éleveurs allaitants. Si on regarde des données là,
de l'Institut de l'élevage, que vous pouvez d'ailleurs assez facilement retrouver en ligne, hein. Je vous invite à aller chercher le cas échéant chaque année. On voit que là, on est tombé à environ 160 000, donc on voit en 3 ans, on a perdu 10 000 élevages, et avec toutefois, comme on peut le constater ici, une petite augmentation de la proportion des éleveurs de moins de 40 ans, donc même si globalement ils vieillissent, on est quand même à peu près à 50% de plus de 50 ans, eh bien, on voit quand même qu'il y a un rajeunissement un peu de la population. Alors, rajeunissement qui ne se fait pas tout seul, qui se fait dans un contexte un peu particulier, puisqu'on a une baisse du nombre d'éleveurs. Et qu'en même temps, on constate que le nombre de vaches, en gros, se maintient. On a en particulier un maintien du nombre de vaches allaitantes, les vaches qui nous permettent d'avoir de la viande. En revanche, on a une petite érosion progressive et régulière là, du nombre de vaches laitières. Avec en même temps ce nombre d'élevage qui diminue, on peut constater qu'en fait, on a une concentration des élevages, pardon, avec des éleveurs jeunes hein, qui vont souvent s'occuper de grands élevages et qui sont donc très techniques. Ce qu'on peut constater aussi sur cette diapositive du côté droit, c'est que vous voyez bien que pour les vaches laitières comme pour les vaches allaitantes, en fait, on a une répartition qui n'est pas homogène sur l'ensemble du territoire. Autrement dit, on a des régions d'élevage. En gros, pour les vaches laitières, les régions d'élevage, c'est l'Ouest. Vous avez la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire. Un petit peu également en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis après, on a juste quelques petites poches de résistance, en quelque sorte, avec des éleveurs laitiers. Pour les vaches allaitantes, c'est assez différent. On va plutôt les rencontrer dans des régions avec beaucoup de pâturage. Ça va être la Nouvelle-Aquitaine, ça va être l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie et la Bourgogne-Franche-Comté. Après, les autres zones, notamment les zones de l'Ouest, sont beaucoup moins bien représentées. Donc on voit qu'on a des régions d'élevage avec un agrandissement des élevages, et puis tout ceci a tendance aussi à se conforter avec le temps. Si vous regardez cette nouvelle image-là, on a toujours donc, ce maintien là, des vaches allaitantes, et puis cette érosion du nombre de vaches laitières avec le temps. Donc retenez, moins d'élevage, mais des élevages plus grands, avec plutôt des éleveurs assez âgés, même si on observe pour ces derniers temps un peu un rajeunissement. Donc tout ça, ça va contribuer, ou en tout cas contraindre les modalités de l'exercice vétérinaire en rural en France. Alors, qu'est-ce que c'est que cet exercice vétérinaire rural? C'est un exercice, bien sûr, qui va s'adapter aux régions d'élevage. On l'a évoqué à l'instant. Et ces régions d'élevage, on les a sur cette image-là. Donc, là encore, issue de l'atlas démographique des vétérinaires que je vous ai évoqué tout à l'heure. Si vous regardez en dessous, là, avec un camailleux de brun, du brun très très clair, beige, jusqu'au brun très très foncé. Plus c'est foncé, plus vous avez de vaches dans chacun des départements. Vous constatez que, en fait, à côté, en vert, vous avez le nombre de vétérinaires qui se déclarent spécialistes de bovines, et vous constatez qu'effectivement, en gros, les vétérinaires bovins sont là où il y a des bovins. Ça, c'est vraiment une grande découverte, mais vous voyez bien qu'effectivement, en fait, en gros, si vous voulez être vétérinaire vous occupant de bovins en France, eh bien, vous allez vous installer en fait tout simplement dans les régions où il y a des bovins. Donc, ça peut être un petit peu partout en France, même si ce n'est pas forcément avec la même densité, donc plutôt dans certaines régions d'élevage qui vont être notamment l'ouest de la France, le centre de la France, un petit peu la Nouvelle-Aquitaine. Bon, on voit quand même qu'autour de Toulouse, il n'y a pas tant de bovins que ça, hein. On en reparlera tout à l'heure aussi pour Paris. Et puis, on voit aussi quelques poches, donc autour ici du nord et de l'est de la France, avec effectivement un certain nombre de bovins. Je vous avais dit tout à l'heure que je vous solliciterais à plusieurs reprises, donc on va à nouveau échanger ensemble, puisque là on a vu un petit peu en quoi consistait le travail d'un vétérinaire rural, ce qu'il pouvait être appelé à faire, ou est-ce qu'il pouvait être appelé à travailler. Maintenant on va parler un petit peu des rôles du vétérinaire rural. Pour ça, donc je vais vous reposer la question, mais cette fois-ci, encore une fois, avec le... Voilà. Avec cette question, donc, quels sont les rôles du vétérinaire rural? Donc, commencer d'aller regarder, je pense que, ouais, je ne sais pas si ça marche ou pas. On va recommencer. Voilà, donc toujours dans WooClap, hein, toujours avec la même adresse que tout à l'heure. Donc, vous l'avez en haut, là, wooclap.com/forum rural. Merci Paul d'avoir remis l'adresse en ligne dans le chat. Donc, n'hésitez pas à recliquer dessus directement. Comme ça vous évite d'avoir à le taper. Et donc là, vous allez répondre, pour vous, quels sont les rôles du vétérinaire rural. Donc n'hésitez pas à écrire quelques mots, un petit peu qu'on regarde ensemble ce que vous en pensez. Puis après, on fera un petit débriefing. On verra ensemble ce que vous avez pensé et ce que, en face, on peut nous-mêmes en penser, et surtout sur quoi on pourra essayer de revenir ensemble avec les rôles et puis les compétences associées qui sont nécessaires naturellement à l'exercice d'un vétérinaire en milieu rural. Donc allez-y, branchez-vous et puis
tapez un petit peu ce qui vous passe par la tête. Qu'est-ce que c'est pour vous les rôles qu'un vétérinaire rural peut effectuer sur le territoire dans lequel il travaille? Et on peut espérer, avec son travail, qu'il contribue bien évidemment au maillage sanitaire de l'ensemble du territoire et en particulier du territoire rural. Donc on va commencer à regarder un petit peu les réponses que vous avez apportées. D'accord, donc beaucoup de réponses très variées. Donc ce qui n'est pas étonnant parce qu'effectivement, on a de très nombreux rôles. Alors, vous avez mis en premier lieu, effectivement, c'est ce qu'on voit apparaître en plus gros, le fait que le rôle majeur du vétérinaire, la première chose à laquelle on pense, hein, c'est le médecin des animaux. Donc naturellement, ça va être de soigner les animaux. Mais je vois que vous avez aussi mis pas mal d'autres choses qui sont assez intéressantes, hein, telles que par exemple le conseiller, également le fait qu'on va être dans de la prévention, mais en même temps, on va traiter des maladies des animaux, on va faire du contrôle sanitaire, on va surveiller, on va s'occuper des urgences, faire de la vermifugation. Donc, il y a beaucoup d'idées. Et c'est très bien que vous pensiez à tout ça. Donc, on va ensemble revenir là-dessus et puis voir effectivement quels sont les rôles du vétérinaire, en tout cas, quels peuvent être les rôles du vétérinaire rural. Alors, je suis allé un petit peu vite, pardon. Les rôles du vétérinaire rural, donc on revoit là une petite vache qui a été faite avec à peu près les mêmes mots-clés que ceux que vous m'avez proposés tout à l'heure. Et je vais vous présenter une petite vidéo. Alors j'espère que vous entendrez le son. J'ai bien veillé tout à l'heure lorsque je me suis branché à avoir le son de mon ordinateur qui soit compris. Si vous ne l'entendez pas, c'est pas grave. Alors il est possible aussi que le son ne soit pas assez fort, si vous n'avez pas de casque notamment. Mais de toute façon, pour cette petite vidéo, qui est une vidéo de l'Ordre national des vétérinaires, autour des vétérinaires praticiens exerçant dans le milieu rural, vous verrez de toute façon, c'est sous-titré. Donc, même si vous n'entendez rien, de toute façon, l'ensemble du texte apparaîtra. Hein, c'est une petite vidéo assez courte. Une vidéo qui présente en fait un de nos anciens assistants hospitaliers, Paul Perrier, qui exerce aujourd'hui en Normandie, qui est un éminent membre des GTV, et donc il fait une présentation générale sur finalement les rôles du vétérinaire rural en 20 secondes à peu près. Donc regardez bien le texte si jamais vous n'entendez pas le son. Et puis après, on fait un petit bilan ensemble. Donc vous voyez qu'on est arrivé à la fin avec les mêmes éléments que ce que je vous évoquais tout à l'heure, avec en gros un tiers, deux tiers pour l'exercice en milieu rural, entre ceux qui exercent exclusivement en rural et ceux qui exercent avec finalement une compétence majeure en rural, mais pas que, donc avec un exercice mixte. Et puis vous avez vu qu'il avait bien insisté aussi sur des éléments de prévention, donc on va revenir un petit peu justement sur les compétences qui permettent finalement tous ces rôles du vétérinaire rural. Alors, la première des compétences évidentes, c'est un petit peu ce que vous évoquez tout à l'heure quand vous dites soigner les animaux. Qu'est-ce que c'est que soigner les animaux? Finalement, c'est pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaire. Si vous allez au bout de vos études, à la fin, vous aurez une thèse de doctorat, vous serez docteur en médecine et chirurgie vétérinaire, et donc vous avez l'ensemble des compétences vous permettant de soigner les animaux. Quelles sont les compétences associées pour la médecine et la chirurgie? C'est naturellement des compétences variées, diverses. Il vous faut un peu d'empathie, c'est le minimum, pour vous intéresser à des animaux qui ne vont pas bien et à leurs éleveurs qui eux aussi, souvent un petit peu en regard, ne vont pas bien non plus. Il faut avoir naturellement un certain nombre de compétences en anatomie, des compétences en physiologie. Il faut savoir naturellement comment fonctionne finalement l'organisme et connaître l'ensemble des organes qui sont présents dans l'organisme. Hein, chez un bovin, là, vous savez que sur le côté gauche, ici, vous avez le rumen, hein, que ça va être totalement différent de ce que vous avez chez les carnivores domestiques. Il faut avoir naturellement aussi des connaissances et des compétences en infectiologie.
Autrement dit, la façon dont des agents pathogènes peuvent provoquer des maladies chez les animaux. Ça vous permettra à ce moment-là de savoir un peu comment lutter contre ces pathogènes, en particulier quelles thérapeutiques avec des données pharmacologiques appliquer de la façon la plus optimale possible. Voilà donc pour les premières compétences. D'autre part, vous avez bien insisté tout à l'heure, je vous en félicite, hein, sur les conseils à apporter aux éleveurs. Effectivement, il y a des conseils à apporter, et dans ce cas-là, on ne fait pas juste de la médecine individuelle. On fera un petit focus tout à l'heure là-dessus. On fait de la médecine de troupeau. On va au-delà de la médecine individuelle où je soigne un animal. C'est bien évidemment beaucoup d'empathie aussi, parce que là, il faut vraiment l'envisager de façon beaucoup plus globale que sur un seul animal. Et puis, ça nécessite aussi d'avoir des qualités de pédagogie. Il faut être capable d'expliquer les choses aux éleveurs pour pouvoir leur appliquer, ou en tout cas leur administrer les conseils les plus opportuns et de faire en sorte surtout que derrière, eh bien, ils les appliquent. Donc beaucoup d'empathie et de pédagogie et puis des connaissances évidemment dans les données d'épidémiologie, c'est-à-dire la façon dont les maladies vont se diffuser, se mettre en place et apparaître au sein des élevages. Des données également et des compétences en termes de nutrition pour savoir quelles sont les modalités d'apparition de maladies métaboliques, par exemple. Quelles sont les fautes à ne pas commettre pour éviter de voir apparaître des maladies. Quelles sont également les données en termes de nutrition qui vont contribuer finalement à l'apparition de certaines maladies infectieuses, en tout cas à leur expression clinique. C'est pareil pour la zootechnie. Qu'est-ce qui, au niveau de l'élevage, peut contribuer à l'expression clinique d'une maladie? Est-ce qu'on peut avoir des données autour du bâtiment qui vont finalement nous permettre d'essayer d'améliorer la situation dans l'élevage et donc en particulier d'améliorer bien sûr aussi le bien-être animal. Ça sera un point majeur dont on reparlera un petit peu tout à l'heure. Il faut avoir aussi bien sûr des connaissances en vaccinologie. Donc tout à l'heure, il y avait quelques-uns d'entre vous qui m'ont mis comme mot-clé prévention. Eh bien, la vaccinologie, ça va permettre la prévention des maladies, bien évidemment. Hein. Autre chose aussi dont il faut avoir conscience, c'est que quand vous êtes vétérinaire, quand vous arrivez dans un élevage, vous avez toujours la casquette « je suis le spécialiste du sanitaire ». Et c'est un fait qu'en tant que vétérinaire, vous serez le garant des aspects sanitaires, c'est-à-dire tout ce qui concerne la santé animale. J'ai même coutume de dire à tous les étudiants que je peux rencontrer, que en fait, un vétérinaire, c'est quoi? C'est le polytechnicien de la santé animale. C'est vraiment, on travaille en santé animale, et là, on a plein de compétences autour de la santé animale. Et en tant que garant des aspects sanitaires, pour l'État notamment, eh bien, les vétérinaires en libéral peuvent avoir un certain nombre de missions de certification. Ça va être toutes les missions, notamment autour de la prophylaxie. Ça va être des missions aussi de contrôle des denrées animales. Vous avez à avoir des vétérinaires, par exemple, qui peuvent faire des vacations également dans les abattoirs de leur région, de leur clientèle. Donc, on a plein de travaux autour de ça, plein de missions et de compétences dans ces différents domaines et que vous allez acquérir au cours de vos études. Naturellement, en tant que vétérinaire, on est aussi une sentinelle pour un certain nombre de maladies. Alors, je ne sais pas si tout à l'heure, là, vous l'avez présenté, mais dans la conférence de ce matin, j'avais vu plusieurs fois le mot zoonose apparaître dans les mots-clés. Et effectivement, on est également des garants de la santé humaine. On parle souvent de santé publique, et généralement, on y adjoint le terme de vétérinaire pour parler de toutes les maladies qui sont transmissibles de l'animal à l'homme, et vice-versa. Donc, on parle de santé publique vétérinaire. Donc, à ce titre, eh bien, on doit avoir des données ou des connaissances en épidémiologie, en infectiologie, en pharmacologie. Et puis, naturellement, eh bien, lorsqu'on pratique des missions de certification ou des missions de contrôle des denrées animales, eh bien, on est vraiment à cheval sur ces deux compétences, à la fois garant de la santé animale et de la santé humaine. Enfin, il ne faut pas oublier, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était dans des clientèles avec 2 à 10 personnes qui travaillent au moins, si ce n'est plus. Et donc, on est chef d'entreprise également. C'est-à-dire qu'en tant que vétérinaire, vous allez avoir tout un ensemble de missions qui vont être bien évidemment des missions d'employeurs, des missions également de responsables d'entreprise qui du coup va recevoir des laboratoires, enfin en tout cas des représentants des laboratoires, des représentants de consommables, de vendeurs de consommables, etc. Et donc, vous allez être chef d'entreprise. Il ne faut pas l'oublier. Hein, et donc, vous aurez aussi tout un ensemble d'enseignements qui seront autour de ça, autour du management, etc. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on allait faire un petit focus particulier autour de la médecine de troupeau. Et avec un exemple là que je vais vous donner, qui est un exemple finalement relativement banal. Chez les veaux, c'est les problèmes respiratoires. C'est une dominante pathologique chez les veaux. Parfois très jeunes, parfois un petit peu plus âgés. Et si on était dans une approche individuelle, imaginons qu'on soit approché pour aller voir un seul veau qui tousse, ou qui mouche, ou qui respire mal, avec des bruits respiratoires augmentés qu'on entend à l'auscultation. Bon, dans une approche individuelle, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on a identifié la maladie
dont on pense que l'animal souffre, et puis du coup, on va mettre en place le traitement adapté. Donc voilà, on va traiter un animal, c'est seulement l'animal qui est malade. Dans une approche de troupeau, et notamment lorsqu'on est confronté à un cas de troupeau, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs animaux qui sont affectés, il n'y en a pas un seul qui est malade, mais peut-être alors plusieurs simultanément ou plusieurs au cours du temps, eh bien, on peut être amené à mettre en place une approche un peu plus collective et rechercher finalement l'ensemble des facteurs de risque qui vont contribuer à l'apparition de ces troubles. Donc, on va vraiment avoir une approche plus globale, une approche holistique, rechercher par exemple des défauts de conception du bâtiment, la présence de courants d'air, le fait que le paillage ne soit pas suffisant et que donc les animaux ne soient pas suffisamment confortables, s'intéresser à l'intensité du microbisme dans l'élevage, voir un petit peu ce qui circule, quelles bactéries, quels virus, quels parasites sont là et qui peuvent permettre de comprendre pourquoi on a autant de cas dans un élevage. Des problèmes zootechniques, voir que, par exemple, il y a des mélanges d'animaux d'âge différents au sein des lots, ou bien au contraire, est-ce que c'est bien séparé, et est-ce qu'on a bien une progression dans les différentes cases, avec, si possible, eh bien, des cloisons pleines et non pas des cloisons à claire-voie pour éviter que les pathogènes ne se transmettent d'un lot à l'autre. Et puis, on peut également s'intéresser à la protection vaccinale pour voir si la protection vaccinale est adaptée à la situation. Donc, en fait, à chaque fois, le principe, ça va être un peu de reboucher ces petits trous pour éviter finalement que le tonneau ne se vide. Donc finalement, avoir une approche globale pour prévenir la maladie, empêcher qu'elle n'apparaisse. C'est un petit peu ce que Paul Perrier présentait tout à l'heure dans sa vidéo. Alors pour poursuivre avec la façon dont l'exercice vétérinaire en milieu rural peut se passer, donc avec un focus plus particulièrement sur quelqu'un qui va exercer justement dans ce domaine, à quoi ressemble une journée type? Eh bien, une journée type, pour un vétérinaire rural, ça peut être très varié. Par exemple, vos secrétaires, vos ASV peuvent avoir pris un premier rendez-vous et le matin, vous allez commencer par aller faire un suivi de repro en élevage laitier. Et puis, ça va passer un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure en introduction, par un suivi échographique, je ne sais pas, par exemple, avec une cinquantaine de vaches à voir, à la fois pour du diagnostic de gestation, pour du contrôle de l'involution utérine suite à un vélage, ou bien dans un certain nombre de cas, la vérification des causes finalement de l'infécondité de l'animal qui ne prend pas ou qui ne revient pas en chaleur. Donc, première mission de la matinée. Et puis là, vous êtes appelé après, au moment où vous regagnez votre voiture. Et puis, on vous dit, tiens, il faut que tu ailles à tel endroit, puisque c'est pas très loin de l'endroit où tu te trouves. Et donc là, c'est un élevage de charolaises. Et là, il y a un vélage à faire. Donc là, évidemment, vous vous retrouvez avec votre véleuse à sortir le veau charolais. Voilà, et puis c'est bien, vous vous en êtes bien occupé, vous faites les soins au veau, la vache commence de lécher le veau, elle l'adopte, elle lui donne le colostrum, tout va bien. Et puis après, vous passez dans un autre élevage où il y a eu quelques petits soucis avec des retards de croissance, des amaigrissements, des diarrhées. Et surtout après l'été qu'on vient de passer, qui est un été extrêmement humide, donc où là, ça a été pour les parasites la fête totale. Donc du coup, on se retrouve avec des coproscopies à faire. Donc on va faire des prélèvements dans l'élevage. Et puis voilà, effectivement, on n'est pas trop surpris. À l'occasion de nos coproscopies, on trouve effectivement des parasites. Donc là, avec un test de flottation, vous avez une petite image sur le côté droit de votre diapo. Vous avez le droit de vivre et d'aller déjeuner, et puis après déjeuner, dans l'après-midi, vous allez commencer par une visite sur un cheval qui n'est pas en forme. Là, on peut le voir avec les oreilles ici un petit peu dirigées vers l'arrière. On voit aussi, il a l'air un petit peu triste. Et donc là, vous retrouvez Paul Perrier, notre ancien assistant hospitalier, qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo, qui s'occupe de ce cheval, avec ici une injection intraveineuse. Voilà, et puis alors après, écoutez, toujours dans l'après-midi, en fin d'après-midi cette fois-ci, vous avez convenu d'un rendez-vous, parce que c'est un élevage que vous suivez, peut-être bien même que c'est celui-là, et donc vous en avez parlé le matin, il y a pas mal de mammites dans l'élevage, et vous voulez faire une visite de traite, et vérifier quelles sont finalement les causes de mammites, qui peuvent être des causes notamment liées, comme on peut le voir ici, à des notes de propreté ou associées à des notes de propreté détériorées. Donc, vous allez faire la visite de traite le soir pour voir éventuellement si vous pouvez identifier quelques facteurs de risque. Et puis, comme vous n'en avez jamais assez, vous avez encore envie de passer la soirée à travailler, eh bien, le soir, par exemple, vous pouvez faire eh bien, dans votre clientèle une réunion d'information auprès des éleveurs. Voilà. Donc, ça peut être autour des éleveurs infirmiers, donc comment s'occuper correctement de ces animaux. Ça peut être sur des sujets bien particuliers. Par exemple, le parasitisme, puisqu'on a vu qu'effectivement, il y avait beaucoup de parasites cet été. Et pourquoi pas, effectivement, insister particulièrement sur les éléments cliniques à retenir, à essayer de surveiller pour repérer assez tôt les animaux qui présentent des troubles liés au parasitisme.
Bien, donc voilà un peu quoi ça peut ressembler. On voit une diversité, une variété d'activités au cours de la journée. Donc le vétérinaire rural, dans son territoire, il a beaucoup d'activités possibles et il peut répondre finalement à pas mal de défis en lien avec l'élevage. Premier défi auquel il peut être appelé à répondre, on le verra un petit peu après, mais un des premiers défis, c'est la souffrance du monde agricole. Vous avez tous entendu parler, ou en tout cas vous avez peut-être vu dans les médias parler d'agribashing, hein, donc le fait qu'on dise du mal du monde de l'élevage avec éventuellement des associations qui se piquent de connaître un petit peu les animaux et qui vont dire tout le mal qu'ils pensent de l'élevage, quel qu'il soit, qu'ils le qualifient d'intensif, d'industriel ou autre. Associer aussi cette souffrance du monde agricole à une moindre consommation de produits animaux, alors qu'il peut être associé à, je dirais, un comportement un peu marginal aujourd'hui encore dans la société, hein, c'est le végétarisme, voire le véganisme. Et puis, c'est associé aussi au fait que, d'une façon générale, pour leur santé, les consommateurs aujourd'hui tentent de diminuer, par exemple, les consommations de produits riches, notamment riches en protéines. Du coup, ceci induit dans le monde agricole une baisse des revenus, hein. On a aujourd'hui encore finalement un prix de la viande qui ne permet pas toujours de dégager un revenu suffisant. Et puis on sait aussi qu'on a eu une ouverture potentielle du marché européen de grands exportateurs. Il y a de cela 2-3 ans, il y a eu effectivement toute une polémique sur la possibilité offerte aux Canadiens de nous exporter de la viande. On peut s'interroger d'ailleurs sur l'intérêt écologique de traverser l'Atlantique avec de la viande bovine élevée au Canada. Autre défi de l'élevage, c'est le bien-être animal. Je vous avais un petit peu évoqué cela en introduction. Donc le bien-être animal en élevage, qui est une problématique bien sûr très importante pour le consommateur, mais qui n'est pas toujours bien comprise par le consommateur citadin. Et du coup, ceci contribue à l'agribashing qu'on évoquait tout à l'heure et à la souffrance du monde agricole. On verra éventuellement quelle peut être la place du vétérinaire pour aider justement à prendre en charge cette problématique. Autre problématique à laquelle il convient de penser, et on sait très bien que le ministère de l'Agriculture a pris ça en charge avec deux plans de lutte contre le développement de l'antibiorésistance donc chez les bactéries. Donc c'est vraiment un point majeur, hein, puisque effectivement on peut imaginer que cette résistance aux antibiotiques chez les bactéries est sélectionnée dans les élevages, puis diffuse chez l'homme, et donc contribue ensuite à l'apparition, ou en tout cas au développement chez l'homme de bactéries résistantes, même si c'est sans doute marginal et minoritaire. Toutefois, il faut effectivement qu'en tant que profession consciente de ses responsabilités, eh bien, la profession vétérinaire prenne ça aussi en charge. Et c'est le cas aussi pour la résistance des parasites aux antiparasitaires. Au passage, il faut effectivement penser à des alternatives qu'on peut apporter à certaines pratiques médicales, comment éviter ou limiter le recours aux antibiotiques et aux antiparasitaires, notamment dans certains contextes qu'il ne faut pas oublier, comme par exemple l'agriculture biologique. Et pour terminer, il faut savoir aussi qu'il y a une modification des maladies exprimées dans certains biotopes, à la suite notamment de modifications. Aujourd'hui, avec la COP26, vous savez qu'on est tous dans un contexte de réchauffement climatique, et donc on peut avoir des risques infectieux qui vont être modifiés. Par exemple, dans le Massif central, on a un réchauffement qui a conduit à une augmentation finalement de l'altitude jusqu'à laquelle on peut retrouver un certain nombre de tiques qui transmettent qui sont des vecteurs de maladies, hein, qui transmettent certaines maladies. Et donc, dans ces conditions, on a vu s'étendre certaines affections dans le Massif central. Quelle peut être la place du vétérinaire face à ces différents défis? Première chose, le vétérinaire ou les vétérinaires peuvent contribuer à faire valoir toutes les bonnes pratiques en élevage, bonnes pratiques qui vont naturellement conduire en principe par les mesures préventives à diminuer l'impact des maladies et du coup leur impact financier en particulier. Donc on améliorera aussi les marges de l'éleveur. On a vu qu'on a une baisse des revenus, on peut essayer justement de limiter cette baisse en apportant les conseils adaptés. Pour le bien-être en élevage, il est évident que c'est une thématique d'importance et que le vétérinaire, en tant que professionnel de la santé animale, eh bien, est effectivement un spécialiste de ce bien-être animal. Et à ce titre, eh bien, il peut apporter son regard d'expert et son aide au monde de l'élevage. On parlait du développement de la résistance aux antibiotiques et aux antiparasitaires, et là encore, les vétérinaires, de par leur connaissance notamment de toutes les données thérapeutiques, etc., peuvent accompagner techniquement les éleveurs. Bien, donc on voit que d'une façon générale,
le nombre d'élevages diminue, qu'il y a des défis de l'élevage qui ne sont pas forcément faciles à prendre en charge. Et malgré tout, tout à l'heure, je vous ai dit, oui, ben, pour autant, vous avez toutes vos chances là, pour être vétérinaire rural. Mais en même temps, vous pouvez vous poser la question de savoir si le vétérinaire rural, ce n'est pas une espèce en voie de disparition. Parce qu'en effet, donc, on est avec un secteur de l'élevage qui est en difficulté, qui est en pleine réorganisation, avec une concentration des élevages. Le vétérinaire rural, c'est quelqu'un qui va avoir un métier qui peut être relativement pénible, mais avec des idées reçues qu'il convient de combattre. Par exemple, est-ce qu'il faut être grand et costaud? Bon, pas sûr. Hein. Si vous regardez certaines de mes collègues, donc ici à l'école vétérinaire d'Alfort, vous pourrez donc, si vous intégrez Alfort, vous en rendre compte de visu, eh bien, il n'y a pas besoin d'être grand et costaud. Et puis d'autre part, j'ai un certain nombre d'étudiantes qui aujourd'hui travaillent en rural pur, et qui dépassent pas 1,60 m, hein, qui s'en sortent extrêmement bien. Hein. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas très grand et pas très costaud qu'on n'est pas un bon médecin, un bon chirurgien vétérinaire. On a toujours des stratégies pour éviter finalement d'être confronté au problème de ne pas être grand et costaud. Autre chose aussi, on a l'impression d'avoir fait le tour rapidement. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, en un an, ben voilà, il connaît tout sur la rurale. Bon, donc je vous assure que même après quelques décennies d'exercice dans le domaine, on n'est pas forcément non plus forcément un spécialiste du sujet. Voilà, et donc à ce titre, ne vous attendez pas à avoir fait le tour rapidement, même si par exemple au cours de la première saison, le premier hiver par exemple, eh bien, il est possible que vous ayez vu de nombreux cas de diarrhée néonatale et que vous avez l'impression, bah, finalement c'est toujours un petit peu la même chose, c'est un peu routinier. Rappelez-vous ce que je vous ai présenté sur la diapo de tout à l'heure, avec un vétérinaire qui au cours de la journée fait plein de choses variées, bah, c'est un petit peu la même chose. C'est vrai que vous aurez peut-être des moments où vous aurez un peu plus de tel ou tel type de pathologie, mais d'une façon générale, c'est quand même extrêmement varié. Donc, on ne fait pas le tour rapidement. Et puis, il y a une contrainte certaine, c'est la PCS. PCS, c'est quoi? C'est permanence et continuité des soins. Ça veut dire que en dehors de vos horaires de travail habituels, et en dehors des horaires d'ouverture de vos établissements de soins vétérinaires, eh bien, on doit assurer à sa patientèle une permanence de soins et de continuité de soins. C'est donc la PCS, et donc c'est indispensable d'informer l'ensemble de la patientèle sur cette façon dont la PCS va être prise en charge. Donc ça veut dire des gardes qui peuvent être au sein d'une seule des clientèles, mais on a vu tout à l'heure qu'on pouvait être jusqu'à 10 vétos, donc finalement avec des gardes qui ne reviennent pas si souvent, et puis on peut le faire aussi en s'associant entre plusieurs clientèles pour assurer les gardes. Alors, évidemment, avec à ce moment-là beaucoup plus de temps de trajet pour aller d'un élevage à l'autre. Voilà, donc c'est sûr qu'on a cette permanence de continuité de soins, mais bon, avec plein d'exercices possibles pour les espèces traitées. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est avec à peu près la moitié des gens qui travaillent en animaux de compagnie pur. Et puis après, parmi ceux qui travaillent en rural, voilà, c'est mixte animaux de compagnie, mixte animaux de production, un exercice à niveau de production exclusif, etc. Donc plein de choses variées. Donc pour autant, le vétérinaire rural n'est pas complètement une espèce en voie de disparition, même si on voit que la part de la rurale pure a tendance à diminuer. Pour qui finalement ce rôle de vétérinaire rural est-il destiné? Bon, bah, il est destiné naturellement à vous, hein, qui aujourd'hui êtes là à la conférence. En fait, c'est pour tous ceux qui aiment travailler avec des animaux de production, avec des professionnels. Bon, évidemment, il faut vouloir travailler avec des animaux et des gens, hein, c'est indispensable. On a parlé d'empathie tout à l'heure, mais il faut notamment aimer travailler avec ces espèces-là dans le contexte d'élevage de ces animaux-là. Donc il faut aimer les animaux et les hommes, évidemment, hein, c'est indispensable d'avoir de l'empathie pour l'ensemble des espèces. D'autre part, mais il faut avoir envie d'aider les éleveurs, d'aider l'élevage à progresser. Alors progresser techniquement, c'est notamment l'amélioration de la santé des animaux. À partir de cette amélioration, vous aurez aussi une amélioration financière. Hein, donc, on aidera les éleveurs finalement à dégager un peu mieux leur marge. Puis, bien évidemment, on va les aider à progresser sur le bien-être animal, sur d'autres enjeux tels que l'antibiorésistance, on en a parlé tout à l'heure, ou la résistance aux antiparasitaires. Il faut avoir envie aussi de vivre à la campagne. Donc, il faut aimer la nature. Et puis, il faut aimer vivre avec des surfaces un peu supérieures aux 25 mètres carrés d'un studio de région parisienne, par exemple, avec des activités en extérieur. Voilà, il ne faut pas rechigner non plus à prendre la voiture pour aller à l'extérieur, puis avoir envie de ne pas être tout le temps dans la même salle de consultation, etc. Il faut aussi ne pas être trop rebuté par l'idée de travailler la nuit, les week-ends. Alors, pas toutes les nuits, pas tous les week-ends, certes, mais bon, ça peut être la nuit et les week-ends. Et à ce titre, ça veut dire accepter, participer à des rotations de garde avec un certain nombre de confrères et consoeurs qui font partie de la même clientèle. Voilà, donc j'espère que cette présentation, alors, à défaut d'avoir suscité des vocations, aura en tout cas suscité votre intérêt et vous amènera, lorsque vous serez appelé, si vous
nous rejoignez dans une de nos 4 écoles vétérinaires, ça vous incitera à penser que finalement, l'exercice en milieu rural est peut-être fait pour vous. Donc maintenant, ce que je vais vous proposer, ça va être de me taire, le temps que Paul voit un petit peu les questions que vous avez posées, et qu'il les sélectionne, et que du coup, j'essaie de répondre le mieux possible à vos questions. Alors, merci pour cette conférence très claire et vraiment met tout en évidence sur le métier de... Même moi, j'en apprends encore. Alors, ça fait déjà 1 an que je suis à l'école, mais on voit bien qu'avec notre métier, il y a quand même une formation. On dit souvent une formation des métiers. Et, enfin, là, on le voit encore. Absolument. Donc, voilà. Ah, pardon, on m'entend mal, apparemment. Moi, je t'entends très bien. Ah, peut-être qu'il y a des soucis de réseau chez certains. On va commencer, je pense, déjà dans l'ordre sur l'école et la formation. Est-ce que la A6 mixte est présente à Alfort? Mixte canine rural, pardon. Du coup, déjà, sur là, la formation en rural. Alors, pour la mixte rurale canine, alors il n'y a pas à proprement parler de mixte rurale canine à Alfort. On a essayé de la mettre en place l'année dernière, mais malheureusement, ça a un petit peu bugué. Parce que ça a été tout de suite victime de son succès. En gros, si vous voulez, la mixte canine rurale, je pense qu'elle est destinée aux gens qui ne veulent pas choisir, qui veulent tout faire, mais sachez que de toute façon, quoi que vous choisissiez, la dernière année, la A6, c'est une année d'approfondissement. Vous n'êtes pas spécialisé, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez choisi de faire une A6 canine que vous ne pourrez pas vous installer ensuite en bovine et inversement. Donc, quelle que soit la A6 que vous faites, vous avez de toute façon le même diplôme et donc vous pouvez vous installer dans toutes les espèces et travailler sur toutes les espèces. Donc, autrement dit, je pense qu'il n'y a pas d'enjeu à avoir ou pas une proposition de mixte canine rurale, d'autant plus que de toute façon, dans les textes, dans les arrêtés produits par ministère de l'Éducation et ministère de l'Agriculture, ce n'est pas prévu. Hein. Il y en a quelques... il y a quelques écoles, en particulier Lyon, qui a proposé des exercices mixtes, mais qui se font, à mon avis, au détriment de la qualité de l'enseignement. Parce qu'en effet, si par exemple nous acceptions beaucoup de gens en exercice, enfin en A6 mixte, animaux de compagnie, animaux de production, ça voudrait dire que nous devrions soit augmenter, enfin même passer par soi, c'est à la fois augmenter le nombre de groupes et diminuer le temps de présence des groupes dans nos cliniques, donc finalement diminuer la qualité de l'enseignement. Donc c'est pour ça que finalement aujourd'hui on n'a pas de mixte animaux de compagnie, animaux de production, parce qu'on voit qu'effectivement, enfin, si on avait jusqu'à entre 35 et 50 candidats, je pense qu'il n'y aurait pas de souci, mais sachez que là, cette année, par exemple, juste en animaux de production, on a 44 étudiants, et nous ne pouvons pas accueillir des groupes de 30, 40 étudiants dans nos étables. Donc, pour les accueillir par groupe de 6 et avoir vraiment des gens qui s'occupent activement des cas cliniques pendant les périodes d'hospitalisation, eh bien, il est indispensable qu'on évite comme ça d'avoir trop d'étudiants. Donc, pour le moment, on n'a pas la mixte, mais par contre, il y a une mixte équine bovine qui est encore, enfin, qui est en place, qui est proposée, et qui, elle, effectivement, est compatible avec le nombre d'étudiants. Alors maintenant, merci pour cette réponse. Il y a beaucoup de questions sur l'exercice libéral, l'installation en clinique, le coût pour s'installer en tant que vétérinaire rural. Du coup, comment s'organise l'exercice en tant que salarié et en tant que patron? Et est-ce que il y a des groupes de plusieurs cabinets qui s'associent? Jusqu'à combien de cabinets peuvent être groupés? Donc vraiment sur le côté pratique de l'association et de l'exercice libéral. Oui, alors il y a beaucoup de questions là. Ouais. Donc déjà, en tant que salarié, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, comment s'organise l'exercice, mais quand vous commencez très souvent donc, de travailler dans une clientèle, hein, vos débuts, naturellement, c'est en tant que, la plupart du temps, avec un CDI, hein, donc vous êtes salarié un certain temps, jusqu'au moment où vous vous rendez compte que finalement la clientèle dans laquelle vous êtes, c'est une clientèle dans laquelle vous vous plaisez, et des gens avec lesquels vous travaillez vous conviennent et vous souhaitez vous associer, et à ce moment-là, vous pouvez très bien effectivement devenir associé au sein de ce cabinet. D'autre part, alors il y a effectivement, alors je ne sais pas très bien ce qu'on entend par groupe de plusieurs cabinets. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait très bien avoir des clientèles qui pouvaient avoir 10, 15 vétérinaires.
et qui correspondait à plusieurs domiciles professionnels d'exercice. Ça veut dire, par exemple, il y a la clientèle de Trifouilly-les-Oies qui peut décider de s'associer avec la clientèle de Clochemerle, qui est située à 20 km. Et donc là, on va avoir des associés qui sont à 2 endroits différents, mais qui travaillent bien au sein d'une seule et même clientèle. Donc ça peut être un groupe de plusieurs cabinets. Je pense que c'est ça la question que Mathieu avait posée tout à l'heure. Alors, jusqu'à combien de cabinets peuvent être regroupés? Exactement, je ne sais pas. On peut imaginer plusieurs domiciles professionnels d'exercice pour une seule et même clientèle. Il arrive qu'il y en ait 2, 3, 4 maximum. D'autre part, il y a aussi quelque chose qui est en train de se développer. Là, c'est les groupes vétérinaires avec des structures qui sont des structures de Nestlé ou de Mars là, qui rachètent finalement les clientèles vétérinaires avec des groupes. Donc, c'est quelque chose qui change beaucoup, je pense, la donne, à mon avis, aujourd'hui, autour des clientèles vétérinaires. Et donc, vous pouvez très bien vous retrouver dans une clientèle qui finalement dépend d'un de ces groupes. Voilà, j'espère avoir répondu de façon intelligente à la question qui a été posée. Ouais, oui, en vrai, ça répond bien, je pense. Après, il y a 2 questions qui reviennent sur les médecines alternatives en pratique rurale. Et donc, sur quelle est la place de ces médecines et est-ce qu'à Alfort, il y a des cours qui parlent de ces médecines comme la phyto, l'aromathérapie, l'acupuncture et l'ostéopathie? Alors, à proprement parler, dans le cursus de base, la réponse est non. Autrement dit, l'acupuncture, l'ostéopathie, l'homéopathie, la phytothérapie, l'aromathérapie ne sont pas enseignés à l'école vétérinaire, dans aucune des 4 écoles d'ailleurs à la base, hein, puisque ça ne fait pas partie du référentiel d'activité et de compétences national d'abord, sur lequel repose l'organisation de l'ensemble de notre cursus dans les 4 écoles, sachant que ce référentiel est basé en fait sur un référentiel européen qui nous permet aujourd'hui d'être accrédité. On est une école vétérinaire. Parmi les écoles vétérinaires en France, hein, toutes ne sont pas accréditées. Alfort est accrédité, ça veut dire qu'on est reconnu comme ayant un enseignement de qualité suffisante, avec également un niveau de qualité suffisant. Donc, le fait qu'on soit accrédité, c'est au regard notamment justement de l'ensemble de ces enseignements et de la qualité des enseignements dispensés. Pour autant, donc effectivement, il n'y a pas dans ce référentiel ces alternatives que sont l'ostéopathie, etc. Toutefois, vous avez la possibilité de vous former après la fin de vos études sur ces différents éléments. Je pense notamment à l'ostéopathie, puisque par exemple, nous avons dans notre service là, une praticienne hospitalière qui nous a rejoint cette année et qui termine une formation en ostéopathie. Vous avez aussi la possibilité, par exemple, toujours à l'école vétérinaire d'Alfort, de vous former en phytothérapie, puisqu'il y a un DEE, c'est-à-dire un diplôme inter-école de phytothérapie, qui est piloté en particulier par Sébastien Perrault en pharmacie ici à Alfort. Donc voilà, il y a la possibilité de se former, mais souvent après coup, et pas forcément pendant les études. Ok, merci pour ce sujet sur les médecines complémentaires. Maintenant, il y a des questions sur les écoles. Donc, quelle école prépare le mieux à la pratique rurale? Quelles sont les écoles accréditées? Et ce que vous avez répondu, je pense que je peux répondre sur la proportion de ceux qui souhaitent. Par exemple, cette année, vous avez dit qu'il y avait 40 élèves sur une promo de je ne sais pas combien dans la promo. Quelle est la proportion d'élèves qui choisissent une dominante animaux de production? Ok. Alors, là encore, plusieurs questions en une seule. Si on revient aux écoles appropriées à l'apprentissage de la médecine rurale ou en milieu rural, en fait, les 4 écoles sont tout à fait pertinentes pour ça, puisque dans chacune des 4 écoles, vous avez des dominantes qui vous permettent en dernière année d'approfondir à la fois vos compétences en médecine des animaux de compagnie, médecine rurale ou médecine équine. Ce sont les 3 dominantes majeures qui sont généralement choisies par les étudiants. Et donc, quelle que soit l'école dans laquelle vous allez aller, vous aurez la possibilité d'approfondir vraiment vos connaissances dans ces domaines, sachant qu'il y a évidemment des petites différences, notamment associées au fait que, par exemple, si vous allez à Nantes, vous aurez sans doute un enseignement clinique un peu plus orienté vers les bovins laitiers ou les filières organisées comme le cochon, par exemple. Vous aurez à Toulouse plutôt quelque chose d'orienté autour alors soit des ovins laitiers, soit des bovins allaitants. Sur Alfort, nous, on a plutôt bovins laitiers et puis alors petits ruminants de compagnie en particulier. J'y reviendrai tout à l'heure si vous le souhaitez. Et puis sur Lyon, c'est à la fois bovins laitiers, bovins allaitants, mais avec des petites structures. Au lieu d'avoir des grands élevages, c'est plutôt des petits élevages
vous savez, dans la montagne, dans les coteaux du Lyonnais. Voilà, c'est des choses un petit peu particulières. Donc oui, on peut se former de la même façon dans les 4 écoles. En tout cas, autour de la rurale. Après, pour ce qui est des écoles accréditées, alors je ne vais pas forcément vous dire quelles sont les écoles accréditées aujourd'hui par l'A3EV, c'est l'Association européenne des enseignements des établissements d'enseignement vétérinaire, hein, donc ou AEVE en anglais. Cette accréditation, sachez quand même qu'elle est difficile à obtenir et qu'il suffit d'avoir, dans certains cas, des critères de rang A qui ne sont pas respectés pour que l'école ne puisse pas être accréditée. Donc les 4 écoles vétérinaires françaises ne sont pas toutes accréditées, sachez-le simplement. Bon, pour autant, ça n'enlève pas de valeur à votre diplôme et en principe, dès lors que vous avez votre thèse de doctorat vétérinaire, vous pouvez aller exercer partout en Europe. Voilà, je pense que j'ai oublié une question, Paul, sur les... Juste la proportion d'élèves Alfort qui choisissent dominante animaux de production. Ouais, alors moi, c'est ce que je qualifie de mon fan club. Donc, alors ceux qui choisissent en général d'aller en filière animaux de production, ils sont en général autour d'une trentaine. Mais comme ils étaient jusque-là autour d'une trentaine, donc avec des promotions de 120 étudiants, les proportions sont toujours à peu près les mêmes, je pense, mais avec une taille des promotions qui augmente, hein. On arrive progressivement à 160 et ça va probablement continuer à augmenter jusqu'à 180, voire 200 élèves par promotion. Et donc là, on est rendu aujourd'hui, pour cette année, à 44 étudiants dans cette 6e année. Je pense qu'on va être aux alentours de 40 à 50 chaque année, bon an, mal an, qui vont choisir cette dominante. D'accord. Ok. Et maintenant, une question qui était au début sur la chirurgie en médecine rurale. Au vu des moyens des éleveurs, est-ce que c'était des interventions qui étaient fréquentes ou non? Alors ouais, finalement c'est relativement fréquent, hein, mais c'est pas des... d'abord ce sont des chirurgies dont on s'efforce de réduire le coût, hein, de faire en sorte qu'elles soient un petit peu minimalistes, si je puis me permettre cette terminologie. Ça va être par exemple les césariennes sur les vaches, notamment les vaches allaitantes. Ça va être également les chirurgies de déplacement de caillettes sur les vaches laitières. Ça va être des chirurgies de nombril sur les veaux ou des chirurgies aussi autour de l'appareil locomoteur. Donc, ce sont des chirurgies relativement simples à mettre en œuvre et qui sont quand même assez fréquentes, hein. Au cours de la semaine, il n'est pas rare que le vétérinaire fasse 3 à 4 chirurgies, enfin chacun d'entre eux fasse au moins ça. Pour ce qui est des césariennes, dans la période hivernale, en zone de Charolais, les césariennes, c'est souvent plusieurs par jour et par associé. D'accord. Merci. Ensuite, il y a une question qui est sortie plusieurs fois, c'est le BTS qui est conseillé pour intégrer une école vétérinaire. Donc, je ne suis pas sûr que vous allez nous infos. Alors, pour ceux qui passeraient par le concours C, qui souhaitent après leur BTS ou leur DUT intégrer donc une prépa qui s'appelle une prépa ATS, hein, qui prépare justement à ce concours C. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait des BTS à proprement parler à recommander ou des DUT à recommander. Ce qu'on peut se dire, c'est que déjà, il faut choisir un BTS en lien avec ce qui vous intéresse, hein, autant que possible. Je pense que les BTS production animale, effectivement, sont assez adaptés. Et c'est sans doute parmi les BTS celui qui est le plus adapté pour aller ensuite vers une profession vétérinaire en milieu rural. Après, il existe aussi des gens qui peuvent travailler autour enfin en tout cas préparer le concours C après un DUT. Notamment le DUT génie biologique, enfin voilà, qui doit s'appeler comme ça. Je crois que c'est celui pour lequel, pour les DUT, on a normalement le taux de réussite le plus élevé. D'accord, merci. Ensuite, il y avait des questions intéressantes. Je pense que vous êtes le plus à même pour parler de ça. C'est sur le tutorat. Est-ce que vous le conseillez? Bon, alors le tutorat, c'est effectivement, plus exactement, les stages tutorés en rural, hein, le dispositif STER, qui est donc soutenu en plus par le ministère financièrement. Alors c'est un système qui est assez intéressant.
qui permet pour des étudiants d'être encore plus opérationnels, je pense, à la fin de leur 6e année. Ils sont quasiment autonomes sur 90% des cas auxquels ils peuvent être appelés, auxquels ils peuvent être confrontés une fois qu'ils commencent à travailler. Donc oui, le tutorat, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant qui, en plus, a un petit peu explosé cette année, au sens il est victime de son succès, puisque pour 45 places prévues initialement, qu'on n'avait jamais rempli jusqu'à présent. Cette année, on a 91 étudiants sur les 4 écoles au total qui sont en tutorat. Je pense que l'ensemble des gens qui ont suivi les tutorats jusqu'à présent en sont extrêmement satisfaits. Je pense notamment aux étudiants, bien sûr, qui l'ont suivi, mais également les clientèles qui ont accueilli les tutorés en question, même si jusqu'à présent, tous les tutorés ne restent pas très longtemps dans les clientèles qui les ont accueillis. C'est-à-dire, en fait, en gros, si vous voulez, dans les premières années d'exercice, la plupart du temps, vous continuez de vous former. Et de fait, les gens peuvent être appelés à se dire, bah, finalement, non, c'est pas là que je vais travailler ad vitam aeternam. Je me suis bien formé, j'ai fait mon tutorat ici, après je peux aller ailleurs. Donc le tutorat, oui, c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant en particulier pour certaines personnalités, pour certains caractères. Ça veut dire quand même aussi accepter d'aller faire son stage en 6e année dans un seul et même endroit, et pas aller découvrir plusieurs types de clientèle, comme c'est le cas dans notre assis habituel, où vous avez des gens qui peuvent aller dans des clientèles laitières, puis allaitantes, puis petits ruminants, et puis faire leur choix sur la base finalement d'une expérience assez éclairée sur plusieurs clientèles. D'accord. Maintenant, c'est sur la dernière année. Est-ce qu'on peut changer d'école si une spécialité nous plaît plus dans l'une que dans l'autre? Alors, il n'y a aucun problème. Ça veut dire qu'en 5e année, vous allez faire votre choix aux alentours de mars-avril, pour les dates limites de dépôt de votre vœu. Donc, effectivement, vous pouvez avoir fait 5 ans dans une école et la 6e année, la passer dans une autre école parce qu'effectivement, il y a une dominante qui vous plaît plus ou parce que vous en avez marre de voir les murs de votre école favorite jusqu'à là. Ok. Maintenant, des questions qui étaient venues un peu plus tôt, c'était sur l'exercice mixte. Donc là, il y en a un peu plusieurs. Quand on fait de l'exercice mixte dans une clinique mixte, est-ce qu'on peut n'exercer qu'avec des animaux de compagnie ou est-ce qu'on peut toucher à tout quand même quand on fait une mixte canine animaux de compagnie rurale? Et est-ce qu'on est obligé de traiter les filières organisées quand on fait du mixte? Alors, la première réponse, c'est autour de l'exercice en canine en milieu rural. Alors, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut très bien avoir un exercice exclusif en canine tout en étant en milieu rural. C'est-à-dire qu'on peut être dans une petite ville ou une ville de moyenne importance, être dans une clientèle qui comprend 5-6 vétos et ne faire que de la canine. C'est le cas, par exemple, dans la clientèle de Vouziers, dans laquelle on part en ambulante régulièrement. On a 3 des 8 vétos qui travaillent là-haut qui sont en exercice canine pur. Voilà. À côté de ça, par exemple, on parlait tout à l'heure de clientèle tutorée. Il y a un des étudiants tutorés cette année qui est dans une clientèle au sud de Rennes. Et cette clientèle est dans une petite ville, pas très très loin de Rennes, mais quand même à l'extérieur de la grosse ville. Et dans cette clientèle, vous avez une dizaine de vétos. Donc, ils ont 2 domiciles professionnels d'exercice et dans l'un d'entre eux, ils sont 4 à exercer en canine pure, avec beaucoup de cas référés. Et en plus, alors, ce qui m'a un peu surpris, c'est qu'ils sont extrêmement bien équipés. Ils ont une telle activité de référé qu'ils ont même un scanner. Donc, vous voyez que c'est tout à fait possible, y compris dans le monde rural, d'avoir une clientèle très très bien équipée avec un exercice mixte tout à fait, enfin un exercice exclusif en canine possible. Et la deuxième partie, c'était autour des filières, c'est ça? C'était quoi la question plus précisément? C'était, sommes-nous obligés de traiter les filières organisées en tant que vétérinaire mixte? Alors non, non, on n'est pas obligé. C'est-à-dire que quand on est vétérinaire en mixte, on choisit un petit peu les domaines dans lesquels finalement on va être les plus compétents. D'abord parce que c'est un petit peu le choix qu'on a fait avec notre approfondissement au cours de nos études. Et puis après, une fois qu'on est dans une clientèle, on va être appelé à intervenir plutôt sur de la canine, plutôt sur de la bovine, etc. Tout simplement en fonction des espèces qui sont présentes dans la zone géographique où on exerce. Et on n'est pas obligé d'aller travailler sur des cochons ou sur des volailles dès lors que voilà, on ne se sent pas forcément compétent là-dessus. Toutefois, vous pouvez très bien avoir des gens qui, en libéral, vont travailler à la fois sur des bovins et sur des cochons, à la fois sur des bovins et des volailles. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ceux qui travaillent en filière organisée, majoritairement, sont des vétérinaires spécialistes qui ne vont faire par exemple que du porc ou que de la volaille ou que du poisson, etc.
avant d'aborder les questions sur la voie A, dans un objectif de diminution des coûts de production pour les éleveurs, est-ce que c'est possible de pratiquer des examens de type imagerie médicale en médecine rurale? Et dans ce cas-là, quel est l'examen qui est le plus pratiqué chez les vaches? Alors, en imagerie médicale, oui. Alors, l'exercice ou l'examen le plus pratiqué, c'est l'échographie, hein. En particulier, vous avez vu tout à l'heure en suivi de reproduction, c'est l'échographie effectivement de l'appareil génital, hein, qui est employé de façon extrêmement fréquente. Et vous pouvez également faire d'autres échographies, notamment avec ces échographes-là, hein, qui sont de plus en plus efficaces pour faire, par exemple, l'échographie de l'appareil digestif, de l'appareil respiratoire, etc. Ok. Et ensuite, sur le début de l'exercice, au départ, est-ce qu'on peut comment se passe le choix de notre lieu de travail? Est-ce qu'on a des propositions sur des endroits en manque de profession? Et est-ce qu'on peut éventuellement travailler en itinérance de clinique en clinique? Alors en fait, vous ne manquerez pas de choix, hein. L'offre, en l'occurrence, était pléthorique aujourd'hui. Et puis, en revanche, en face, il n'y a pas suffisamment de nouveaux venus sur le marché pour finalement compenser l'ensemble des départs à la retraite et puis l'activité qui augmente et avec une organisation qui est souhaitée souvent par des associés qui souhaitent baisser un petit peu leur niveau d'activité en répartissant entre un plus grand nombre de confrères. Euh, donc en fait, oui, vous avez toutes les chances de pouvoir facilement aller vous installer un petit peu où vous voulez, dans quelque lieu que ce soit, et puis faire votre choix éclairé en fonction de la façon dont la clientèle fonctionne, des relations que vous pouvez avoir avec les associés, etc. Donc ça, c'était pour je dirais l'exercice en libéral. C'était quoi la deuxième partie de la question? C'était sur le travail en itinérant de clinique en clinique. Est-ce qu'on peut faire ça en milieu rural? Alors, en milieu rural, à ma connaissance, l'aspect itinérant, il est plutôt associé à des gens, par exemple, qui auraient une spécialité, je dirais, en équine, hein. Donc, ce sont plutôt des gens qui vont proposer leurs services à des petites clientèles qui ne disposent pas finalement d'une compétence dans ce domaine, en équine, en particulier en chirurgie, par exemple, et qui peuvent tourner effectivement sur plusieurs clientèles en itinérance. Il y a quand même assez peu de veto à proposer ça. Ok, et là je pense qu'il n'y a plus que deux dernières grands types de questions. C'est sur la voie A et la voie A, le choix du lycée en BCPST, est-ce qu'il y a un choix en particulier et quel est le changement dans la réforme de la voie A? Pour le choix des lycées, bah, je ne pourrais juste vous inviter au classement, enfin, à aller regarder le classement des prépas, hein, aujourd'hui. Je ne saurais pas vous conseiller. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai fait Clémenceau à Nantes, qu'il existe d'autres prépas qui sont extrêmement réputés, hein, comme Hoche, etc. Donc voilà, après, à vous de voir en fonction de la région où vous vous trouvez, d'aller dans la prépa correspondante, hein. Je ne pourrais pas vous dire autre chose. Et du coup, le changement dans la réforme, est-ce que vous êtes au courant pour la voie A, BCPST? Ben, je ne sais pas ce que vous entendez par le changement dans la réforme. Alors, je crois qu'il y a eu des changements de programme et le fait que du coup, il y a eu 40 places en moins par école pour cette voie, mais à part ça. Alors, ça, par contre, oui, sur l'évolution générale du nombre de places offertes aux différents concours, a priori, on est parti sur l'idée de diminuer effectivement le nombre de places offertes au concours A et en particulier d'augmenter par contre tout ce qui va être en admission post-bac, donc juste après le bac, avec un objectif majeur qui consiste en fait à essayer de diminuer de façon globale la durée des études vétérinaires. Il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, on est avec des études vétérinaires qui sont quand même longues. On a 5 ans dans les écoles et avant ça, on a une prépa qui dure au moins 2 ans, si ce n'est 3, hein, pour la plupart des gens, puisque souvent on fait 3,5. Donc voilà, à partir de là, il est évident qu'on est avec des études qui font environ 7 ans, si ce n'est 8, alors qu'en Europe, on a là une moyenne des études vétérinaires qui se monte à environ 5 ans et demi. Donc, histoire de se rapprocher de la durée moyenne des études vétérinaires en Europe, le ministère a choisi de favoriser les admissions post-bac. Donc, de continuer de diminuer pour la partie A. D'accord. Et sur la loi DDADU,
concernant la profession vétérinaire en zone rurale, y a-t-il plus d'informations et les zones concernées? Alors, pour la loi d'ADU, c'est une loi qui permet notamment aux collectivités locales, régionales, etc., finalement, d'aider, je ne sais pas moi, des clientèles à accueillir des étudiants ou bien à promouvoir carrément ou à payer des études à des étudiants vétérinaires qui souhaiteraient ensuite aller s'installer dans la région. Naturellement, il y a un conventionnement qui peut être fait à ce moment-là. En principe, il y a des zones qui sont concernées. Alors par contre, je ne connais pas aujourd'hui les zones concernées, hein, Azalaïs, je suis désolé. Je n'ai pas regardé récemment si ces zones concernées avaient été publiées. Toujours est-il que moi, ce que j'en avais compris, c'est que les zones concernées, c'était des zones qui étaient un peu en souffrance, où effectivement, il y avait un manque de vétos en rural. Ensuite, est-ce que vous êtes au courant du changement avec le passage du DUT en 3 ans? Et y a-t-il une année de préparation en concours en plus? Je ne connais pas forcément l'organisation pour le DUT, mais je pense que de toute façon, il est toujours conseillé de passer par une prépa à la fin pour vraiment vous préparer au concours, hein. Quand on fait partie du jury du concours, que ce soit le concours B ou le concours C, on voit très bien la différence entre ceux qui sont préparés et ceux qui ne le sont pas. Très sincèrement, ceux qui ne sont pas préparés, ils ont extrêmement peu de chances d'intégrer. Ensuite, une école privée vétérinaire en France est, paraît-il, prévue. Quand l'ouverture serait-elle prévue? Ouais, c'est avec. Enfin, effectivement, il y a une école vétérinaire privée qui est en projet et qui devrait ouvrir assez rapidement. Aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que son ouverture est prévue. Il vous échappera pas que moi, je suis dans une école publique, hein, et que je compte continuer d'y travailler. Et je suis pas forcément enfin, j'étais pas en faveur forcément de l'apparition de cette école privée. Mais c'est vrai que ça nous a un petit peu inquiétés et que a priori, ouais, c'est d'ici peut-être 1 ou 2 ans que cette école devrait ouvrir. C'est une école qui dépend d'un institut privé catholique qui s'appelle l'Institut Unilassal. Et donc ce devrait être en Normandie en principe, à Beauvais. Pas à Beauvais, pardon, du côté de Rouen. Merci. Et la dernière question qui ne concerne pas trop l'exercice rural, donc je ne sais pas si elle a sa place dans cette conférence, mais bon. C'est quelles sont les associations proposées aux étudiants à Alfort et par rapport aux autres écoles nationales? Alors, par rapport aux autres écoles, je ne sais pas, mais dans les 4 écoles, vous avez beaucoup d'associations qui sont proposées. À Alfort, il y a des associations qui sont proposées naturellement autour du sport, autour d'activités culturelles, et puis bien évidemment en lien avec le métier. Vous avez par exemple une junior entreprise, vous avez aussi, alors évidemment, parmi les associations, celles qui a une petite place particulière dans mon cœur, ça va être les GTV juniors, hein, puisque ce sont ceux qui vont plus particulièrement s'intéresser au travail en lien avec le monde rural. À côté, vous avez aussi une AFVAC junior, ça c'est pour les animaux de compagnie, l'AVEV junior pour les équidés. Donc oui, on a pas mal d'associations. Et tout à l'heure, on avait Sébastien Dinoyal, notre chargé de communication, notre responsable de la communication à l'école, qui avait mis aussi un lien. Il y a une partie, enfin je pense que vous avez des informations sur le site de l'école vétérinaire. Vous pouvez directement avoir l'ensemble des informations autour des associations qui sont proposées aux étudiants. Oui. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse encore plus, il y a si la médecine rurale vous intéresse encore plus, il y a des activités qui ont été créées par moi, mais vu que je fais partie du bureau de l'organisation, sur les pathologies et les affections fréquentes chez les bovidés. C'est sous forme de WOOC comme on a fait durant cette conférence. Donc, si vous voulez aller voir, c'est sur le site du forum. Et du coup, ça permet de reprendre un peu ce qu'un vétérinaire rural va être apporté à faire assez fréquemment. Ah, il y a une dernière question qui arrive. Les débouchés sont-ils plus importants en rural qu'en clinique domestique? Alors, je pense que le terme domestique n'est pas volontaire, Ouais. et que ça veut dire animaux de compagnie. Je vous rappelle que les vaches sont des animaux domestiques, au même titre que les chiens ou les chats. Donc, domestique, ça ne veut pas dire de compagnie, hein. Donc, je pense que ça veut dire en animaux de compagnie versus rural. Alors, plus important, disons que simplement dans le domaine rural, c'est extrêmement tendu depuis longtemps et vous trouverez de la place sans aucun problème et à mon avis à peu près dans la région que vous souhaitez. En canine, en revanche, il est possible
que vous deviez faire des compromis pour trouver une place, mais de toute façon, vous aurez de la place, il n'y a aucun doute là-dessus, pas forcément à l'endroit que vous souhaiteriez. Petit élément également supplémentaire à rajouter, comment dire, la rémunération. Sachez aussi que d'une façon générale, les vétérinaires qui exercent en milieu rural gagnent mieux leur vie que ceux qui travaillent en canine pure dans les grosses villes. Voilà. C'est très approximatif parce que ce n'est pas toujours vrai. Vous avez notamment des grosses structures, des gros CHV où les gens peuvent gagner très bien leur vie, mais retenez quand même qu'en moyenne, ceux qui exercent en milieu rural gagnent un peu mieux leur vie que les autres. D'accord. Ça marche. Bon, ben, je pense que ça va être la fin. Donc déjà, merci à vous pour avoir fait cette conférence, avoir répondu à toutes les questions qui étaient hyper intéressantes aussi. Donc c'est une partie prenante à la conf. Donc voilà, merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. Il n'y a même pas eu un incident, pas de micro, donc vraiment vous avez vraiment respecté les règles avec minutie. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Sur le forum, peut-être que vous avez des autres conférences, des créneaux de face à face avec les étudiants là qui arrivent à 16h. Et d'autres conférences encore à 17h. Voilà. Merci. Bonne fin de journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.